Bien, alors, bien, alors encore une question, et puis on va revenir à la tribune peut-être. Deux questions, oui, d'accord. Voilà. Je pose la question concernant, enfin, une petite réflexion concernant l'idée que la révolution tunisienne, c'est un parachèvement de ce qui a été fait en 56-57. Permettez-moi de dire que quand on parachève quelque chose, il faut avoir fait, c'est-à-dire l'essentiel. Or, ce n'est pas le cas. Vous savez, le monde arabe, et la Tunisie qui en fait partie, vit sous le despotisme depuis 14 siècles. 14 siècles. Depuis ce qu'on appelle el mulk al-Avoud, donc le despotisme imposé par les Omeyyades et un peu avant, par le choix fait par Othman ibn Affan. Depuis, on vit dans le despotisme. Pour la première fois, après 14 siècles, un peuple se soulève pour dire non, c'est terminé, le despotisme n'est plus. Pour la première fois. Et c'est pourquoi c'est une révolution. Dire que sur ce plan-là, ce n'est qu'un parachèvement, ça veut dire que en fait, ce qu'on avait besoin, c'est seulement quelques libertés et c'est fait. Non. Je crois que c'est totalement faux. C'est même, c'est-à-dire, ce n'est pas du tout historique. Deuxième élément. Vous savez, depuis El Mu'tasim, Abbasi, les villes et les principautés musulmanes vivaient sur le plan de leur défense sur les autres. Sur les autres. Et on a vécu comme ça depuis au moins 1000 ans. Plus, je crois que 1200 ans. L'indépendance, quand le peuple tunisien s'est soulevé pour conquérir son indépendance, Bourguiba l'a avorté pour instaurer une administration tunisifiée, une administration coloniale qui a comme principe non pas se fonder sur le peuple et la défense du pays et se fonder sur l'aide étrangère. Vous savez, Ahmed Mestiri a dit dans ses souvenirs, disons, oui, il a dit que la doctrine de l'armée tunisienne, donc de l'État tunisien, sur le plan de la défense, est de tenir bon pendant 24 heures en attendant l'aide extérieure. C'est comme ça. C'est ça la Tunisie de l'indépendance, qu'on vient nous glorifier pour dire que notre petite révolution ne fait que donner des quelques libertés. Je crois que c'est faux, c'est trop réducteur. La révolution tunisienne est beaucoup plus profonde que cela. Merci. Alors je pense qu'il y a encore quelqu'un, vous êtes dans la parole. Il y a encore deux demandes de parole, mais ça va être un peu long, je pense. Je propose de terminer après monsieur ici, et puis on va donner la parole aux deux intervenants. Merci. À vous. Donc, je ne vais pas parler, mais je me demande ici, est-ce que c'est une conférence académique qu'on est des élèves et qu'on a le droit qu'à poser des questions? Est-ce que c'est ça ou non? En tout cas, ça n'a pas été prévu sous la forme de débat démocratique avec une décision et un vote à main levée. Ça me paraît clair. Il me semble effectivement qu'il y a des invités à la tribune, que ce sont eux qui sont les personnes de référence et que effectivement les questions s'adressent aux personnes de référence. Ceci n'est pas effectivement un jeu de débat démocratique, c'est un jeu d'information organisé par le comité de vigilance. Oui, c'est une bonne question, vous faites bien de la poser.
Je ne m'étais pas posé jusqu'ici la question et maintenant que vous la posez, j'ai la réponse. Je vous en prie. Ça suffit. Bon, tout simplement, en tant que citoyen n'est pas spécialisé dans tout ce qui est constitutionnel, etc. Tout simplement, je demande à M. Aravi, est-ce qu'il y a d'autres points éventuels dans le projet de la Constitution qui peuvent être non conformes donc, à la démocratie? Merci. Bien. Alors, je vous donne la parole. Oui. Moi, je vous donne la parole. Je crois que ce qui vient d'être dit me rappelle un peu ce que je vivais sous Ben Ali. Là où je vais, là où mes amis défenseurs des droits de l'homme vont, il y a des personnes qui nous suivent et qui viennent répondre au nom du gouvernement. À l'époque, c'était au nom de Ben Ali. Maintenant, bon, c'est au nom du gouvernement en place. C'est la première fois, sincèrement, que je vis ça après le 14 janvier. Parce que jusque-là, tous les débats auxquels j'ai assisté, là où je suis allée faire une intervention sur la situation en Tunisie, il y a un débat qui se déroule normalement, les gens se respectent et il n'y a pas d'attaque. Là, monsieur me rappelle que je suis mariée à Hama Hamem, porte-parole du Front populaire. Pour que vous sachiez, monsieur, j'ai commencé à défendre les droits humains avant de connaître mon mari. Et Rabi al-Asraoui a défendu les victimes de la répression sous Bourguiba et sous Ben Ali. Et je continuerai. Et mon mari n'a absolument rien à voir avec mes activités associatives. En plus, mon association, une organisation contre la torture en Tunisie, a défendu toutes les victimes, y compris les Nahdawi et les salafistes, y compris les nationalistes arabes et les gens de gauche. Nous défendons tout le monde, nous ne faisons aucune distinction et nous n'avons absolument rien à voir avec les questions politiques. Notre objectif, c'est de dénoncer la torture, de combattre la torture, d'aider les victimes sur le plan judiciaire et sur le plan médical et de participer à la diffusion des principes de la culture, plutôt des droits de l'homme. Voilà, pour que vous puissiez savoir une fois pour toutes ce qu'est l'organisation contre la torture en Tunisie. Hama Hamem n'a rien à voir avec cette organisation et le parti auquel il appartient ou le Front populaire n'ont rien à voir non plus avec notre organisation. Bon, malheureusement, je disais que c'est la première fois que je vis ce que je vivais sous Ben Ali. J'espère que ça ne va pas se répéter. J'espère. Parce que quand on donne un point de vue qui ne vous plaît pas, vous pouvez vous exprimer. Moi, je respecte votre point de vue. Vous voulez défendre le gouvernement en place, c'est votre droit le plus absolu. Vous défendez la Tunisie à votre manière. Je respecte votre droit. Je respecte votre droit de défendre la Tunisie comme vous l'entendez. Bon. Ça, c'est un premier point. Je ne sais pas, je crois que quelqu'un m'avait posé une question. Bon. Ils ont peur. Oui. Voilà, pour moi, c'est vraiment pas un problème du tout que quelqu'un défende le gouvernement ou
la politique du gouvernement. Ce que je condamne, c'est cette manière d'attaquer les gens parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est tout. Parce que pourquoi va-t-on parler de mon mari? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la réunion d'aujourd'hui? C'est vraiment mal. Bon, je préfère me taire. Quelqu'un a dit. Respectez quand même les gens, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est qu'on vient à faire ça? On est des adultes, quand même. On doit respecter quand même les orateurs. Hein. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. J'ai l'habitude. Quelqu'un a dit que le gouvernement ne peut pas répondre à toutes les aspirations des Tunisiens en si peu de temps. Je crois que personne d'entre nous n'a dit que le gouvernement doit résoudre tous les problèmes ou qu'il doit répondre à toutes les aspirations. Personne ne l'a dit. Ce que je dirais personnellement, c'est juste qu'il faut... D'ailleurs, ça a été dit au début de la réunion, le panel qui nous a précédé, quelqu'un a parlé d'une question, c'était de montrer, je crois que c'était Gilbert peut-être, qu'il faut montrer aux citoyens, il faut les tranquilliser, il faut leur montrer qu'on est en train d'essayer de trouver des solutions et qu'on commence à résoudre les problèmes. Personne n'a dit que le pouvoir en place doit avoir une baguette magique pour résoudre tous les problèmes. Ça n'a jamais été dit. Et même en Tunisie, jamais personne ne l'a dit de cette manière. C'est pas vrai. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de commencer à résoudre les problèmes. Et je crois que c'est tout à fait normal. On n'a pas exigé que tous les problèmes des Tunisiens qui datent du temps de Bourguiba doivent être résolus en quelques mois ou en 2 ans. C'est pas vrai. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Merci. Merci. Alors, il y a une série de questions. Les premières sont relatives à votre interrogation, monsieur, sur la société civile. Est-ce que ce que nous voyons, et vous l'avez désigné dans votre question de Ligue de protection de la Révolution, est-ce que c'est une dérive? Tout d'abord, ce qui a été noté, soulevé, et d'ailleurs probablement êtes-vous en train de suivre, par exemple, les péripéties de la commission commune entre l'UGTT et le gouvernement pour faire le rapport sur ce qui s'est passé devant le siège de l'UGTT, etc. Et semble-t-il, je ne sais pas si ça a été fait aujourd'hui ou ça va être fait en début de semaine, pour montrer la responsabilité de certaines de ces groupes. Alors le problème n'est pas un problème ici de société civile et comment on la qualifie, c'est un problème très simple. Ce sont des gens, eux ou d'autres demain, ils tombent sous le coup de la loi. Et pour ma part, je suis étonné qu'une partie, y compris de gens par rapport auxquels je suis assez proche, même intellectuellement, demande à ce qu'on liquide ces ligues par la voie judiciaire et que la justice déclare leur dissolution. Pour ma part, ça me paraît, du moins, pas assez complet. Parce que s'il y a des gens qui croient en la violence, spontanément monnayés, poussés, je ne sais pas et je ne veux pas rentrer dans ces concepts. Admettons qu'ils aient aujourd'hui une association et la justice va dissoudre cette association. Ça veut dire que demain ils ne vont plus agir. Ils pratiquent la violence parce qu'ils ont une insertion au journal officiel disant qu'ils ont une association. Donc le problème aujourd'hui, que les enjeux sont tels que certaines parties, IES ici, que certaines parties croient pouvoir changer un processus ou intimider un comportement grâce à la violence, c'est un phénomène qui se pose. Lundi va s'annoncer en Tunisie un processus qui va mener aux assises nationales contre la violence, mené par la société civile en associant les partis politiques et les partis officiels, c'est-à-dire l'Assemblée constituante, le gouvernement et la présidence. C'est dire que tout le monde est d'accord sur cette pente descendante qui risque d'aggraver la situation si le problème de la violence augmente. Donc la question n'est pas une question de dérive par rapport à X ou Y, la question c'est que si nous voulons que le processus
nous permettent d'aboutir à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une meilleure gouvernance des Tunisiens, cela ne peut pas être perturbé par une pratique violente. Il y a à nos portes d'autres situations plus complexes. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Libye, la quantité d'armes que je ne vais pas inventer, c'est le gouvernement lui-même qui rend compte de descentes dans certaines maisons ou certains entrepôts, même dans les faubourgs de Tunis. Et on a montré des armes d'assaut, des armes de guerre. Et les Tunisiens, parfois, comme ça, dans un esprit à la fois critique, mais très souvent avec un humour parfois cynique, ils disent que c'est des armes contre des chars que l'armée tunisienne ne détient même pas. C'est dire la disproportion aujourd'hui que connaît ce phénomène. Donc s'intéresser à la question de la violence, à mon avis, c'est un élément important de pérennisation et de garder espoir en une transition réellement démocratique. Donc permettez-moi de ne pas lire la question comme, uniquement comme une certaine dérive. Sur la question des droits de l'homme dans la Constitution, ça a été évoqué et j'ai entendu avec intérêt ce que le rapporteur général de la Constitution a affirmé. Et vous voyez, monsieur, il rejoint indirectement, parce que je ne savais pas qu'il avait déclaré cela, que la conciliation d'une révérence et d'une acceptation du droit tunisien à une acceptation de tout le système des droits universels des droits de l'homme, me paraît tomber sous le sens à tel point qu'il est lui-même d'accord sur ça. À ceci près que jusqu'à il y a quelques semaines, on essayait de nous convaincre que non, qu'il y a des spécificités, il y a des originalités, comme si écrire dans une constitution qu'une république accepte les droits universels des droits de l'homme, ôter au Parlement de ce pays d'adapter, de faire des lois qui respectent les droits de l'homme, mais qui tiennent compte des spécificités locales. Et je crois que c'est tant mieux qu'avec quelques retards, mais qu'on arrive à cela. Et c'est ça le processus de l'écriture de la Constitution tunisienne, c'est que ce n'est pas en vase clos, et que donc la pression, les médias, la presse, la société civile, peut-être quelques experts, chacun apporte son éclairage, et cela nous permet d'arriver à un résultat. Et d'ailleurs, je l'ai dit avant que vous le disiez, pour ma part, je suis quasiment confiant que l'on va arriver à une disposition pareille. Là, oui. Vous nous informez que ça y est, la référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme est en train d'entrer en vigueur? Non, pas encore. Non, pas encore. Mais il y a eu une déclaration pour une version... Non, mais on va y arriver, donc par rapport à ce résultat. Entre-temps, il y a une version intermédiaire que la commission, et je m'excuse du détail, la commission travaillant sur le préambule, elle a déjà fait évoluer la phrase relative au droit universel des droits de l'homme. Concernant l'autre référence, puisqu'il y en avait une sur les droits de l'homme, dans le premier projet, on parlait de principe de droits de l'homme, et tous les juristes savent que désigner comme ça les principes ou des principes de droits de l'homme peut ne pas couvrir la totalité. Alors, pour revenir à une question, et je voudrais laisser l'échange avec Si Mohamed pour la fin, parce qu'il me demande probablement un peu de temps pour aller à quelques explications qui permettent peut-être de comprendre mon affirmation. Pour ce qui est de la question du vote obligatoire, nous sommes en Belgique, donc nous devons souligner cette originalité belge parce que ça n'existe pas ailleurs et probablement c'est pas ici que je vais expliquer devant des gens qui connaissent certainement mieux que moi le processus historique qui a mené à cela, les difficultés à sa mise en place pour arriver à un système fonctionnel qui réponde à cette condition. Alors la complexité de la situation en Tunisie, tout simplement, la difficulté à inscrire les électeurs, par exemple, a été patente dans le premier processus. Et si on s'en tient, par exemple, on dit que la Prochenisie se devrait d'inscrire tous les Tunisiens en âge et en condition de voter, c'est déjà quelque chose de très important
de là à arriver au vote obligatoire. Pourquoi ne pas l'évoquer? Absolument, mais en tous les cas, il faut savoir que c'est sur le plan de sa mise en œuvre pratique, cela risque de poser quelques problèmes. Alors j'ai eu une question qui probablement est une demande de scannerisation de la Constitution. Alors qu'est-ce qui, dans la Constitution, devrait inquiéter par rapport aux exigences démocratiques? On peut prendre beaucoup de temps à le dire, mais je prendrai quelques exemples qui illustrent le travail que les Tunisiens doivent faire à l'endroit de la Constitution pour arriver à une Constitution qui soit au niveau de ses attentes. Madame Nasraoui avait évoqué tout à l'heure la question de l'instance provisoire qui veille sur l'indépendance de la justice. Moi, je vais parler de l'instance telle qu'elle est actuellement dans le projet de Constitution. Sa marge de progression, le principe de l'élection, le principe de la répartition selon les types de magistrature, etc., montrent qu'il y a énormément de progression à faire, en tous les cas, au niveau de ce texte. Un autre exemple. Aujourd'hui, nous vivons sous ce qu'on appelle la petite constitution, c'est-à-dire une organisation provisoire des pouvoirs publics, qui, sur le plan constitutionnel, a pris l'ensemble des pouvoirs qui étaient entre les mains du président de la République sous l'ancienne constitution et sont aujourd'hui entre les mains du chef du gouvernement. On va dire que c'est provisoire, ok. Mais globalement, aujourd'hui, on a transposé les mêmes pouvoirs, je parle au sens constitutionnel pur, de Carthage à la Casbah. Jusque-là, c'est ce qui a été fait. Pour la Constitution, par exemple, en tant que lecteur de ce projet, je crois qu'il y a une progression à faire sur le texte, une amélioration à faire sur le texte, concernant les rapports entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. Je vous donne un exemple. On exige du chef de l'État, c'est-à-dire du président de la République, un certain nombre d'exigences, d'âge, plus de sexe, et c'est tant mieux, mais par exemple de religion. On dit qu'il doit être musulman. Bien. Si les constituants pensent que c'est une exigence importante, en même temps, ils ont ôté tous les pouvoirs du président de la République et ils l'ont donné au chef du gouvernement, pour lequel il n'exige rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exigence d'âge, il pourrait avoir 25 ans, il pourrait être bouddhiste. Donc, où est la cohérence dans cette démarche qui doit apporter plus d'équilibre entre les deux têtes du pouvoir exécutif, et pour les pays en transition et qui sortent surtout d'une période autoritaire voire dictatoriale, plus on va vers un système de pondération, d'équilibre et de modération entre les institutions, plus on a des chances d'arriver à une démocratie. Et donc, mon souhait, c'est que sur ce texte, on équilibre davantage et qu'on ne fasse pas du chef de l'État tunisien de demain, de la Deuxième République, une simple autorité qui inaugure les chrysanthèmes. Il faudra lui donner un minimum de pouvoir en vue d'équilibrer la somme de pouvoir donnée au chef du gouvernement. D'autres points très rapidement, l'article 15 de cette constitution, du projet de constitution, dit que les conventions internationales, cette fois-ci on parle en général, on ne parle plus de conventions de droits de l'homme, les conventions internationales ne sont respectées, n'obligent la République tunisienne qu'à partir du moment où ils sont conformes à la Constitution. C'est un article soit inutile, soit dangereux. Parce que si on parle de l'avenir, les futures conventions internationales, il est prévu une cour constitutionnelle qui vérifie avant leur ratification si elles sont conformes ou pas. Dans ce cas, cet article est inutile. S'il n'est pas pour le futur, c'est qu'il est dangereux parce qu'il aurait des velléités rétroactives. C'est-à-dire qu'on reviendrait sur des conventions déjà établies et on demande, on l'a écrit, on l'a dit, que l'Assemblée constituante clarifie le sens qu'elle donne à cet article 15 en ce qui nous concerne. On sera heureux qu'elle le supprime totalement. Un dernier point, l'article 148 à la fin du projet qui parle des matières insusceptibles de révision, ce que les constitutionnalistes desquels je ne fais pas partie appellent la supraconstitutionnalité, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas réviser demain. Bien, ils disent la langue arabe, la forme républicaine du régime, etc. Et ils disent l'islam en tant que religion d'État. Or, l'article 1er de la Constitution qui dit la Tunisie est un État libre, indépendant, sa religion est l'islam, sa langue est l'arabe, est un article qui
offre plusieurs interprétations. C'est pour ça qu'il y a globalement aujourd'hui une acceptation de maintien de cet article. Or, dans l'article 148, on fait valoir une lecture sur plusieurs lectures, ce qui donc est contraire à l'esprit de consensus autour de cet article. Vous voyez que donc il y a plusieurs points qui pourraient être soulevés. Je ne sais pas si Mohamed est là, mais je voudrais quand même revenir sur la question qu'il a dit. Ok, soit. J'en discuterai avec plaisir. Parce qu'il a posé il a formulé une remarque importante qui peut-être part de ce que je n'ai pas exactement dit comme ça, mais je le verrai tout à l'heure, on en parlera. Ça peut intéresser certains. Oui. Alors, oui. Je ne sais pas s'il peut avoir le temps, mais peut-être aussi, il faut bien me dire, une chose comme ça, peut-être que la réponse pourrait être avec moi. Si quelqu'un c'est une simple suggestion. À votre convenance, je veux Oui, je répondrai. Vous voulez que je réponde maintenant, je réponds. Oui, vous pouvez répondre, oui, parce qu'on va quand même devoir clôturer bientôt. Et donc je propose quand même que vous profitiez de l'audience pour... Alors, j'ai commencé au début de mon exposé par montrer ce dont je suis absolument convaincu, que dans le contexte arabe, la petite terre qu'est la Tunisie offre depuis des siècles les éléments d'une singularité. Et j'ai fait un raccourci en commençant par le 19e siècle. Mais j'aurais pu revenir à, par exemple, tout à l'heure, Radia Massa a parlé de la polygamie, elle a parlé de Tahl Haddad, qui, dans les années 30, avait parlé d'égalité. On peut revenir même à l'époque aghlabite, dans la période de Kérouan, où les femmes tunisiennes pouvaient exiger dans les contrats de mariage que leur mari ne puisse pas prendre une seconde femme. Et on parle de 4 et 5 siècles en arrière. Donc la question est bien réfléchie, et croyez-moi, ce n'est pas pour faire fanfare ici que je viens désigner les choses ainsi. La révolution démocratique dans les pays arabes ne pouvait pas ne pas avoir lieu d'abord en Tunisie. Parce que c'est un pays où la citoyenneté a fermenté depuis des siècles. Au XIXe siècle, les Tunisiens se sont révoltés. Une partie du Sahel tunisien s'est dressée contre le pouvoir central, c'est ce qu'on appelle l'insurrection d'Ali ibn Ghadem, pour une injustice fiscale. La conscience citoyenne, c'est pas pour une répartition, c'est pas pour être pour ou contre. Ils n'étaient pas d'accord quant à la manière avec laquelle l'impôt était levé. C'est le ferment de la citoyenneté. L'état de l'indépendance, il a été absolutiste, il a été autiste, il a été en harmonie avec certaines puissances qui ne sont pas du goût de Sidi Mohamed. C'est tout à fait vrai. Sauf que cet État a mis les fondements pour que Sidi Mohamed puisse être possible. Il est le fruit de l'école tunisienne, de l'école que j'ai encensée. C'est cette classe-là qui a permis la révolution. La révolution, regardez, les slogans tunisiens ont été levés dans d'autres pays. Dans chaque pays, ça a donné un résultat différent, parce qu'ils sont différents de la Tunisie. Certains se sont enlisés dans une guerre civile. D'autres, comme le Yémen, il n'y a rien eu. Le président est parti, le vice-président a été remplacé et son fils, le fils de l'ancien président, reste le chef, je ne sais plus, de l'armée ou de la milice ou quelque chose comme ça. Il ne sait rien, il ne suffit pas de mimer sur Twitter ou descendre dans la rue en disant les mêmes slogans tunisiens. Il y a des conditions objectives d'éclosion d'une citoyenneté, elles ont été franchies. Je n'ai pas dit petite révolution, mais si je devais l'écrire, je mettrais un R plus grand que la Belgique, révolution. Il n'y en a pas eu au XXIe siècle, il n'y en a pas eu aussi pacifique. La Tunisie, petite terre, est rentrée dans la grande histoire par cela. Nous n'avons pas la distance suffisante pour le mesurer, mais je ne peux pas nier que ce lit-là a été mis en place par l'État de l'indépendance, qui peut être abject sur beaucoup d'autres choses, et où je rejoins Sidi Mohamed, je connais son militantisme et je connais ce qu'il a subi des affres de cet État. Mais l'objectivité de l'analyse fait que
la citoyenneté et la modernité citoyenne la plus avancée, elle n'est pas parfaite, se passe en Tunisie, et c'est pour ça que la révolution a été possible. Voilà, mais je le lui dirai plus longuement. Je vous remercie de votre attention. Les organisateurs me font signe qu'on doit absolument céder la salle. Et donc, merci pour le comité de vigilance, sur l'organisation. Merci aux invités. À bientôt. En fait, il ne faut pas oublier qu'à 8h, il y a Ouled El Manaj avec le concert Ouled El Manaj. À 8h. C'est ici, c'est ici. Il y a encore des sandwichs pour ABP, si quelqu'un est intéressé de manger un peu de sandwich. Il y a des livres de M. Gilbert Nafash. Il y a des CD de Ouled El Manaj et Milbah El Moussi.